Les marais n'avaient jamais été source d'aucune intrigue, que dans les contes et le folklore local, jusqu'à l'arrivée d'un homme vil, Frank Swampland. Petit, son apparence était inoffensive, du moins tant que vous ne croisiez pas son regard. Si l'on dit parfois que les yeux sont une fenêtre sur l'âme, c'était particulièrement vrai pour Frank Swampland, le fugitif des marais. Le blanc de ses yeux était tout sauf blanc, un peu jaune, un peu rouge, et comme voilé depuis longtemps par le mal. Son évasion avait été pour le moins surprenante. Oh non, il ne s'était pas évadé grâce à la complicité de quelques compagnons de cellule, ni même grâce à la collaboration d'un ou deux gardes véreux. Non, il avait simplement été mis dans le fourgon pour être transféré à la prison fédérale de l'État. Le rapport interne avait justifié le transfert du prisonnier par ces mots. Frank Swampland est un danger pour les codétenus et le personnel de la prison. Un prisonnier est toujours à l'infirmerie, des suites des coups et des morsures qu'il a reçus au visage et au niveau de l'appareil génital. C'est donc un homme capable de mordre jusqu'à l'os un codétenu qui s'avançait dans la petite ville de Gilbert. Il boitait et saignait en maint endroit. Le fourgon qui était censé arriver vers 11h devant l'entrée de la prison fédérale de l'État était venu s'encastrer dans un arbre, tuant sur le coup les deux conducteurs. Tout ça à cause d'un lapin qui traversait la route. Il n'en fallut pas plus à Frank Swampland pour désarmer l'un des gardes qui l'accompagnait, tirer sur l'autre garde avant de prendre en joue le premier. « Je vous laisse, allez-y, partez, mais ne me tuez pas, j'ai 2 petites filles. » Ce à quoi Frank avait répondu « Les enfants sont des parasites. » Et le prisonnier tira 2 coups de feu, un pour chaque fillette. Le premier atteignit l'officier au bas-ventre, le deuxième entre les yeux. Dans la secousse de l'accident, Frank s'était fracturé la cheville et luxé l'épaule gauche. S'il avait réussi à se remettre l'épaule en place, il ne peut rien pour sa cheville. Il avait donc 2 priorités. La première, trouver des vêtements de rechange, et la deuxième, trouver un médecin. À Gilbert, une seule route, assez large pour laisser passer les convois de tracteurs et de camions. Fait notable dans cette ville, toutes les boutiques et les commerces étaient d'un côté de la route et toutes les maisons de l'autre. Des maisons aux planches de bois blanchâtres et délabrées. Les habitants étaient pauvres mais pas misérables. Au nord, ils pouvaient compter sur plusieurs hectares de champs d'avoine. Au sud, par contre, il n'y avait que les marais. Et la famille Lumière, des immigrés français qui n'avaient jamais vraiment trouvé leur place en ville. Frank Swampland alla jusqu'au seul magasin de vêtements de la petite ville de Gilbert. À cette heure-ci, le local était fermé, et le propriétaire, M. Howard, somnolait dans l'arrière-boutique. Le fugitif tira un coup de feu dans la serrure. La détonation se propagea par écho, réveillant les habitants de leur sieste, à commencer par le gérant du magasin. Ce dernier apparut dans l'embrasure de la porte, un fusil à la main. Il tira un premier coup de feu, mais la balle passa juste à côté de la tente de Frank, fila au dehors et vint mourir dans le mur de la maison d'en face. On entendit un homme crier. Frank tira à son tour. Il tira dans la jambe du gérant. L'homme tentait de contenir le sang d'une main tout en soutenant le fusil de l'autre, mais l'arme était trop lourde pour être soutenue d'une seule main. Frank laissa son revolver sur le comptoir et ôta son fusil. Son autre épaule lui faisait mal, mais ça ne l'empêcha pas de dire sur un ton léger « Vous traitez bien mal votre clientèle, monsieur. Où puis-je trouver un médecin par ici ?» Entre 2 petits râles de douleur, l'homme lui dit d'aller trouver le docteur Motting, à la sortie de la ville. Frank fronça les sourcils, puis renifla bruyamment. « Montrez-moi la salle d'eau, » dit-il en pointant le fusil sur l'homme à terre. Monsieur Howard se mit à ramper dans le couloir, une traînée de sang derrière lui. « Vous rampez bien mal, » dit Frank amusé. Le meurtrier entra dans la salle d'eau et urina dans les WC. Monsieur Howard, toujours à terre, n'osait pas le quitter des yeux. Il craignait évidemment pour sa vie. « Un peu d'intimité, vieux sagouin, » dit Frank avant d'appuyer sur la gâchette.
Mais la balle ne jaillit pas du canon. Frank réessaya, mais l'arme refusait de tirer, comme si elle refusait d'abattre celui qui avait été son propriétaire 20 années durant. Avec un sang-froid des plus déconcertants, Frank tira la chasse d'eau. Il ne prit pas la peine de remonter son pantalon et éclata le crâne du pauvre homme à coups de crosse. Après quoi il se doucha tout en fredonnant une vieille chanson, une chanson à lui. Soigny s'en va en guerre contre la terre entière. De l'autre côté de la rue, un attroupement s'était formé. Chacun y alla de son commentaire. Une femme prit alors la parole. « Faut prévenir le shérif. Mikey, prends ton cheval, vas-y !» Un jeune homme d'à peine 20 ans, acnéique et frêle comme un roseau, se précipita dans la grange. Il monta sur sa jument et galopa sur la grande route, faisant résonner les sabots dans toutes les directions. « Ya !» criait-il, tout en donnant à l'animal quelques coups de cravache. Et dans sa course folle, il croisa le fourgon encastré et les cadavres des gardes. Il galopa de plus belle, puis prit une route secondaire qui partait vers l'ouest. Sur sa gauche, défilaient les marécages, avec leurs eaux stagnantes et leurs feux follets. 5 miles plus loin, se trouvait le bureau du shérif. « Hey !» se mit à hurler le jeune homme. « Hey, hey !» Mais le shérif avait déjà été prévenu par radio du sort tragique qu'avait connu le fourgon. Avec son assistant, il galopait en sens inverse. « Demi-tour, petit !» cria le shérif à l'endroit du jeune homme. L'on put voir 3 cavaliers galoper en direction de Gilbert Town. Le cœur du jeune Mike cognait si fort qu'il en avait la tête tout étourdie. Il était incapable de crier « Ya !» désormais, ou de cravacher le cheval. Le shérif était un vieux monsieur. Il maniait l'arme assez bien et aimait se sentir observé quand il intervenait, surtout si l'assemblée était majoritairement composée de femmes. Pas nécessairement machiste, c'était un homme viril et plutôt droit. Tout le monde l'appelait Uncle Sheriff. Quant à l'assistant, il ne s'agissait ni plus ni moins que du fils d'Uncle Sheriff, Johnny. Pendant ce temps-là, dans la salle de bain de feu Howard, Frank se séchait. Il admirait maintenant ses plaies dans le miroir. Les plaies et les hématomes causés par l'accident, et avant lui par les fouilles organisées par les gardes. Frank avait toujours été un solitaire dans l'âme, mais même le plus solitaire des hommes éprouve le besoin de parler, de s'exprimer, de se confier. Il dit à son reflet « La rédemption est ouverte 24 heures sur 24, Swanee, tu le sais. Tu peux encore revenir au village des hommes. » Mais son reflet ne le voyait pas du même œil. « Oh, après ce que tu viens de faire, c'est la potence assurée, Swanee. Et puis, ça demanderait trop d'efforts. À moins que le juge ne soit la réincarnation de Jésus sur terre, je vois mal comment on te pardonnerait. » Frank était embarrassé. Il n'aimait pas qu'on lui tienne tête, ne serait-ce que dans sa tête. « Si ça ne tenait qu'à moi, » dit Swanee, « j'irais me livrer au shérif, comme un homme, comme un vrai. » Puis, fier de ce qu'il rétorqua à son reflet, il alla dans l'arrière-boutique, choisit une chemisette, un pantalon, un caleçon et une paire de chaussures sans trop hésiter. Puis il disparut par la porte arrière. Uncle Sheriff et les autres arrivèrent très peu de temps après. Le shérif ôta son chapeau devant le corps étendu de M. Howard. Le docteur Motting revint au milieu de la nuit. Il était exténué de sa journée. Une hémorragie, 3 attelles à fixer et une pneumonie, c'était beaucoup pour un médecin de campagne. Aussi n'avait-il rien entendu des événements hors du commun de Gilbert Town, et à vrai dire, il avait tout sauf envie d'autre chose que de son rocking chair. Sa femme lui adressa un sourire bienveillant et lui tendit un verre de limonade. Et il but d'une seule lampée et laissa échapper un de soulagement. Il déposa un baiser sur la joue de sa femme, il se laissa tomber sur la chaise à bascule, après quoi elle rentra ses affaires à l'intérieur et se mit au fourneau.
Le docteur Motting se balançait le regard vide, perdu quelque part dans l'obscurité du jardin. La lumière du porche éclairait à peine, mais suffisamment pour distinguer une silhouette qui s'avançait vers lui. Le docteur Motting fronça les sourcils, puis écarquilla les yeux en voyant un homme s'avancer, un fusil dans les mains. « Docteur, » dit Frank sans plus de cérémonie, « soyez gentil, il ne vous arrivera rien. » Le ton et l'aplomb de Frank Swablands, plus que l'arme en elle-même, avaient suffi à convaincre le médecin, sans parler du fait qu'il était harassé et que l'homme le fixait maintenant de son regard délavé et inquiétant. Le docteur se leva sans rien dire et ils entrèrent dans la maison. Sur sa gauche, sa femme, de dos. « C'est bientôt prêt, chérie. On va se régaler. » Sans rien dire, les deux hommes poursuivirent leur chemin jusqu'au bureau du fond. Frank referma la porte à clé derrière lui. « Je me suis remis l'épaule, docteur. Mais ça pique un peu, voyez. Et puis, j'ai cette cheville. Elle doit être cassée. » Le médecin l'invita à s'asseoir d'un geste calme. Le docteur Motting dégageait une certaine noblesse, ce qui n'était pas pour déplaire à Swamlands. Mais le médecin transpira davantage en constatant l'état du patient. Comment cet homme pouvait-il encore tenir debout avec cette cheville, sans parler de l'épaule, des contusions et des plaies? « Je vais devoir vous administrer de la morphine, » dit Motting. Vous pourriez être pris de nausées et peut-être un peu de somnolence. » Frank le dévisageait à présent. Il se méfiait, mais le médecin était honnête et bien intentionné. Frank finit par acquiescer de la tête. Le docteur le piqua au bras, puis inspecta sa cheville. Elle était bleue et violette en certains endroits. Il anesthésia la zone, puis la remit en place. Frank manifesta à peine sa douleur. « Vous n'avez jamais pensé que le corps était une entité à part ?» demanda soudain Frank, tandis que le médecin lui appliquait une attelle robuste. Motting remit ses lunettes en place et dit « Je ne sais pas, mais je comprends votre question. Vous savez, docteur, je crois qu'en fait, le corps est une aberration pour l'homme. Je pense que nous ne sommes pas d'ici, que nous sommes coincés dans un corps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'ai aucun mal à tuer, maintenant que j'y pense. » Le docteur se figea. Il n'osait plus bouger. « Allons, docteur, soyez sans crainte. J'ai d'autres projets pour vous. »« Chérie, à table !» Le docteur Motting regardait Swamlands avec un mélange d'appréhension et de pitié. « Faites quelque chose pour mon épaule, et je vous laisse dîner avec votre épouse. » Le médecin n'y pensa pas deux fois. Il lui donna quelques cachets antidouleurs pour plus tard, puis apposa un bandage pour soutenir l'épaule. Motting rouvrit la porte de son cabinet et s'avança dans le couloir. De grosses gouttes de sueur se formaient sur le haut de son crâne. Le fugitif allait-il l'abattre d'une balle dans le dos? Ferait-il du mal à sa femme sous ses yeux? Mais le docteur sentit que la menace s'était comme évaporée. Il se tourna lentement et vit le couloir désert. Un courant d'air s'engouffra par la fenêtre grande ouverte du cabinet. « Chérie, » dit sa femme en passant devant lui, « il fait un peu frais. Si ça ne te dérange pas, je ferme la fenêtre. » Le docteur vacilla légèrement sur ses jambes, puis s'évanouit dans le couloir. 2 jours plus tard, le fugitif était introuvable. Le docteur Motting avait depuis témoigné. C'était le dernier à l'avoir vu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Mike au shérif. « Toi, tu rentres auprès de ta mère. Tu en as déjà bien assez fait. » Mike obéit tout en râlant, ce qui amusa beaucoup le shérif et son fils. « Je crois qu'on a la relève, » dit Johnny à son père. « Un jour, tu prendras ma place, fiston, et t'auras besoin d'un acolyte. » Le fils eut un sentiment de fierté, mais aussi un peu de peine à l'idée de voir son père prendre sa retraite et mourir un jour. Autant de sentiments qui étaient inconnus à Frank Swamlands. Fierté, aucune. Peur de la mort, non plus. Encore moins pour celle d'un proche. Orphelin de père et de mère, Frank n'avait jamais eu pour quiconque la moindre affection, jusqu'à ce jour funeste du 23 avril.
Le père Lumière vivait avec ses deux filles, Marie, 22 ans, et Juliette, 19 ans. Leur maison avait été bâtie sur une presqu'île des Marais. Le père vivait de sa pension, versée par l'usine qui causa la mort de sa femme. Le père Lumière ne pouvait pas rester debout plus de 10 minutes. Son arthrite et ses rhumatismes l'en empêchaient. Et si les marécages n'amélioraient pas sa condition, il n'aurait quitté sa maison pour rien au monde. Il avait éduqué ses filles dans la méfiance à l'égard des gens de la ville. Mais ses filles s'étaient fait leur propre opinion. Il fallait bien faire le marché. Elles y allaient à tour de rôle, presque déguisées. Elles mettaient la vieille robe de leur mère, une sorte de relique de l'époque victorienne, et un couvre-chef. Mais les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde savait que c'étaient les filles Lumière. Elles avaient donc droit à quelques insultes de temps à autre. Quand elles n'allaient pas faire les courses, Marie et Juliette prenaient la barque et partaient sillonner les marécages. Les marais s'étendaient à des miles à la ronde. « Un jour, on ira jusqu'à la mer », s'amusait à dire Juliette à sa grande sœur. Marie ne l'avait jamais dissuadée de rêver, car elle aspirait à la même vie, loin de la maisonnette et de Gilbert Town. Elles avaient lu bien des choses sur Richmond et les grandes villes de Virginie. Juliette rêvait de s'y trouver un bon parti. Marie, elle, avait de grands projets en tête. Monter sa fabrique textile et lancer sa propre ligne de vêtements. C'est dans cette famille qu'arriva Frank Swammlands. Le père Lumière était assis sur le banc du jardin, il buvait une bière tout en flânant. Il vit l'étranger s'avancer en boitant, un fusil à la main. « Vous auriez une bière pour moi ?» dit Frank. Les deux filles apparurent dans l'embrasure de la porte, et elles s'arrêtèrent sur le seuil en voyant l'arme. Frank les vit et resta de marbre lui aussi. Marie était bien faite et plutôt jolie, mais c'est Juliette qui perturba son esprit comme jamais auparavant. Le père Lumière avait peur pour ses filles, mais il vit comment l'homme s'était amadoué à la vue de la cadette. Marie avait baissé le regard, mais pas Juliette. « Marie, dit le père, va chercher une bière, tu veux ?» Marie obéit. Juliette s'avança alors vers son père et se tint devant lui, comme pour le protéger. « Que comptez-vous faire avec ce fusil ?» dit soudain Juliette, ce qui fit sursauter légèrement Frank. Son embarras était palpable. Et il n'avait soudain pas envie d'exercer sur l'autre ses vils élans. Il regarda son fusil, puis le posa lentement contre le tronc qui se trouvait là. Marie tenait la bière entre ses mains. Elle tremblotait et n'osait avancer vers l'homme. L'homme non plus n'osait pas bouger. Il était comme apathique, comme s'il avait voulu faire bonne figure devant cette fille, sans toutefois savoir quoi dire ou quoi faire. Juliette alla vers sa sœur et se chargea elle-même d'apporter la bière. Elle tendit la bouteille à l'étranger. Il la prit, puis dit « Serait-ce trop demandé de dormir un peu ?» Juliette se tourna d'abord vers son père, qui était incapable de parler. Elle échangea un rapide regard avec sa sœur, puis elle prit elle-même la décision. « Vous pouvez rester. » Il se mit à sourire, un peu niaisement. « Mais je garde votre fusil, » ajouta-t-elle. Son sourire s'effaça, et Juliette vit comment son visage se refermait sur lui-même. Ses mâchoires se serrèrent et sa poitrine se gonfla sous l'effet de la colère et de la haine qui l'habitaient. Juliette eut peur, mais elle réussit à maintenir sa position. « Deal ?» dit-elle soudain en tendant la main. Déconcerté par cette réaction saugrenue, Frank laissa retomber son désagrément intérieur. Toute autre personne que Juliette aurait sûrement mal fini ce jour-là, mais quelque chose le freinait. Tuer cette fille lui était tout bonnement impossible. Il regarda autour de lui, désemparé. Il hésitait à rebrousser chemin, à tuer peut-être le père, ou même l'autre sœur, à faire ce qu'il avait toujours su faire. Tout sauf dire oui à ce deal. Alors il prit le fusil et le pointa sur Juliette. « Non !» cria le père. « Je vous en prie !» Marie, elle, sanglotait déjà, impuissante. Le père Lumière s'était remis debout tant bien que mal. Frank se tourna brusquement et tira une balle dans son pied.
Le pauvre homme hurla de douleur. Juliette, elle, restait stoïque. Elle aurait pu se saisir de l'arme pendant ce bref instant, mais son instinct l'incitait à la patience. Franck posa le canon du fusil sur son ventre. « Dégaine, Swanny, pensait-il. Cette fille, ouais, tu vois bien, elle veut t'humilier. Débarrasse-toi d'elle, et tu pourras en faire ce que tu veux. » Le voilà qui remuait ses lèvres, et ses sourcils se fronçaient et se relevaient en un geste incessant. Son regard se perdait dans son esprit, revenait sur Juliette, se perdait un peu dans les marécages, regardait le père à terre et la fille pétrifiée non loin. Et soudain, il ôta la dernière munition du fusil et la jeta dans l'eau. L'air sortait avec force de ses naseaux, mais la tension retomba. Puis il dit « Je garde le fusil » avant d'entrer dans la maison et de s'allonger sur l'un des lits. Il s'endormit dans les minutes qui suivirent, le fusil entre les bras, tandis que les filles s'occupaient de leur père. « Vas-y, » dit Juliette à sa sœur, « va prévenir le shérif et chercher un médecin. » Par la grande route de Gilbertown, on vit une cavalière galoper à toute allure. « Shérif !» dit l'un des habitants. « La fille Lumière !» Elle freina si fort et si net que son cheval dérapa et manqua de se renverser. « Le fugitif, il est chez nous !» Elle leur donna plus de détails, et ni une ni deux, le shérif monta en selle suivi par d'autres hommes en armes, ainsi que le médecin. Sur son cheval, le médecin Boting maudissait en silence le jour où sa mère lui avait ordonné de faire médecine. Le cortège n'était pas précisément discret, et Franck ne se réveilla pas pour autant de son sommeil de plomb. Le shérif fit descendre tout le monde de selle à une centaine de mètres de la maison des Lumières. Les hommes avancèrent en ligne. Le médecin, non armé, portait sa grosse mallette entre les bras. Il regardait tout autour avec appréhension et s'attendait à voir surgir celui qu'il avait espéré ne jamais revoir. Le shérif leva la main droite pour faire halte, puis se mit accroupi derrière un buisson. La porte était ouverte. Sur le banc, le père Lumière était inerte, le pied bandé et ensanglanté. « Prends donc un gars avec toi, » dit le shérif à son fils, et passez sur le flanc droit. Les deux hommes disparurent derrière les hautes tiges, enfonçant leurs bottes dans les eaux stagnantes. Le shérif attendit de voir son fils contre le mur extérieur de la maisonnette, puis dit « Shérif de Gilbert, Swampland, allez, sortez les mains en l'air. » Tout le monde retint son souffle, dans l'attente d'une réponse. Mais rien ni personne ne donna signe de vie à l'intérieur. Le reste du groupe avança lentement à travers le jardin. Le médecin, arrivé à hauteur du père Lumière, s'occupa de son patient comme il put. « dit-il, quelqu'un pourrait m'aider à transporter monsieur Lumière dans un endroit sûr. » Mais personne ne prêta attention à lui. Ils s'approchèrent de la maison le plus lentement possible, et arrivés au niveau de la porte, le shérif inspira profondément. Puis il jaillit dans l'entrée, le fusil prêt à tirer. Juliette était là, la robe en sang. Elle vacillait de droite à gauche, comme un pendule. Sur sa gauche, Frank Swampland. Le shérif pointa son fusil sur lui et s'avança. C'est là qu'il le vit, le regard fixe, le torse meurtri par 36 coups de couteau. Le shérif s'avança davantage, et Frank détourna les yeux vers lui. Il vivait encore. Le shérif ne croisa pas son regard tout de suite, absorbé qu'il était par le couteau qui était resté planté au milieu du torse. Soudain, Frank émit un petit râle, et le shérif sursauta. Il l'abattit d'une balle dans le corps. Tous les autres se précipitèrent à l'intérieur et virent Frank Swampland rendre l'âme, le sourire aux lèvres, le visage lumineux, presque reconnaissant.